Eh bien, quelle pile de documents atypiques aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Au menu de cette session, on a une plongée vertigineuse dans des sources qui sortent vraiment de l'ordinaire. Absolument. D'un côté, on a des retranscriptions détaillées de vidéos d'analyse théorique. Et de l'autre, et c'est peut-être la pièce la plus fascinante du dossier, on a un document très dense de 10 pages. 10 pages de mathématiques pures, oui. C'est ça, 10 pages qui relatent un dialogue stupéfiant entre un chercheur et une intelligence artificielle. Hmm. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est d'explorer un modèle alternatif de la physique fondamentale. C'est une hypothèse assez radicale. Très radical même. Ouais. L'idée pose une question simple, mais qui donne le vertige. Et si le vide spatial, n'était pas un grand espace rempli de néant, mais qu'il était au contraire totalement saturé par un fluide parfait? Une sorte d'éther superfluide. Exactement. Mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il faut poser les bases. Oui, je prends la parole tout de suite pour poser un cadre d'analyse très strict. Je veux être tout à fait clair dès le départ. Bien sûr. L'objectif de notre discussion aujourd'hui n'est absolument pas de valider cette théorie audacieuse, née de la rejeter d'ailleurs, hein. On n'est pas là pour juger. Exactement. Ce modèle remet en question des piliers colossaux de la physique standard. On parle de la relativité d'Einstein ou de la mécanique quantique traditionnelle. C'est pas rien. C'est énorme. Donc notre mission, c'est de synthétiser fidèlement et de manière totalement impartiale les idées conceptuelles et les résultats mathématiques de ces documents. Mhm. Il s'agit d'analyser la cohérence interne de la proposition sans prendre parti. Décortiquons tout ça parce que c'est justement cette cohérence interne qui donne envie de rester. C'est vrai que c'est intriguant. Quand on lit ces sources, on se pose une question évidente. Comment un modèle de fluide, de simple mécanique des fluides, parvient-il à retrouver très exactement le rayon du proton? Ou à expliquer E égale mc carré. Oui. Et même, c'est le clou du spectacle à recalculer l'orbite de Mercure sans utiliser la relativité générale. C'est la promesse du modèle. Alors, pour comprendre comment il prétend faire ça, il faut commencer par la base. Le retour de l'éther. Le fameux éther. Historiquement, l'idée d'un milieu remplissant l'espace a été écartée au début du XXe siècle. C'est ce qu'on apprend à l'école, oui. Fini le vide absolu. Mais les documents nous rappellent un truc surprenant sur Maxwell, James Clerk Maxwell, oui. le père de l'électromagnétisme. C'est ça. Dans la dernière phrase de son traité, il invitait carrément à imaginer le fonctionnement mécanique de ce milieu. Et les sources soulignent aussi qu'Einstein n'a jamais totalement banni l'idée de l'éther. Ah bon? Ouais. Non, il a rejeté sa version rigide et immobile du XIXe siècle, mais pas nécessairement l'idée d'un espace doté de propriétés physiques. C'est une nuance importante. Donc dans notre modèle du jour, l'univers entier serait un fluide parfait, sans viscosité, sans friction. Un gel très dense, mais sans résistance. Voilà. Et si on accepte ça, la matière ne peut plus être faite de petits points solides. Non, la matière devient une structure géométrique formée par le fluide lui-même. Des tourbillons. Des vortex, ouais. Les analogies visuelles des sources sont folles. Le photon, c'est pas un point lumineux. C'est une ligne. Une ligne de 4 tourbillons. Et l'électron? Un ruban de Möbius. Une géométrie très spécifique. Et le proton? Tout simplement un deux notes. Un tor pour être précis. Et c'est cette approche géométrique qui permet au modèle de réexpliquer des choses abstraites de façon purement mécanique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Franchement, la notion de spin 1/2. Ah, le cauchemar des étudiants en physique. Totalement. On t'apprend que c'est une rotation, mais pas vraiment une rotation. C'est abstrait au possible. Et là, le modèle propose une image concrète avec la théorie des nœuds. Exactement. L'image du gros câble qu'on enroule par terre. Pour éviter qu'il s'en mêle, fasse des boucles bizarres, il faut lui donner une petite torsion. Une demi-torsion, ouais. Et physiquement, à cause de cette demi-torsion, il faut faire 2 tours complets pour que le câble revienne à son état initial. C'est brillant. Le spin quantique abstrait devient juste une contrainte physique pour pas que le tourbillon s'en mêle. C'est une belle mécanique. Mais comme je dis toujours, une belle analogie ne fait pas une théorie. Il faut des chiffres. Et c'est le grand moment aha du document. Le rayon du proton. Oui, le passage quantitatif. En utilisant uniquement ce modèle de Donut et des constantes connues comme la masse et le spin, l'auteur calcule le rayon du proton. Et le résultat obtenu théoriquement est de 0,841235 femtomètres. C'est précis. Il suffit qu'on s'y attarde en effet. Et ça nous amène à la suite. Réinventer carrément toutes les forces fondamentales. Oui, le vocabulaire change totalement. L'électromagnétisme devient de l'hydrodynamique. Le potentiel électrique C'est juste la pression locale du fluide. et le champ magnétique, c'est la vorticité, à quel point le fluide tourbillonne. Et pour les mouvements, ça marche aussi. La force de Lorentz, qui dévie les électrons dans un champ magnétique, Ça devient l'effet Magnus. le même effet qui fait tourner un ballon de football quand on le frappe avec de l'effet. Le tourbillon interagit avec les courants du fluide, créant une force latérale. C'est très intuitif.
très intuitif. Mais là où le modèle frappe fort, c'est sur la gravité. Une toute nouvelle vision. Fini l'attraction à distance de Newton ou l'espace-temps courbé d'Einstein. Ici, chaque particule, chaque petit vortex agit comme un siphon. Une pompe qui aspire le fluide. Et à l'échelle d'une planète, ça crée un courant massif. Un vent d'éther. Un vent qui accélère vers le sol terrestre. Ce courant hydrodynamique est ce qui nous plaque au sol. La gravité n'est plus une attraction. C'est une force de poussée aérodynamique. C'est dingue. C'est la logique du modèle. Et il y a cette anecdote historique sur l'expérience de Michelson-Morley. On nous dit qu'elle a prouvé que les terres n'existaient pas car ils n'ont trouvé aucun vent. Mais les sources parlent de Dayton Miller. Voilà. Dans les années 20, il refait l'expérience en altitude. Et il trouve un petit vent résiduel d'environ 11,2 km par seconde. Ce qui est loin d'être un chiffre anodin. C'est la vitesse de libération terrestre. Exactement. Les sources disent que Miller n'a pas mesuré le déplacement de la Terre dans l'espace, mais bien ce fameux vent gravitationnel local qui tombe vers le sol. C'est une réinterprétation très audacieuse des données historiques. Audacieuse, oui, et ça s'applique aussi au niveau microscopique, avec la force nucléaire forte. Celle qui maintient les protons ensemble dans le noyau. Avec 2 protons chargés positivement, ils devraient se repousser. Mais là, nos 2 donuts s'emboîtent. Comme des engrenages. Et c'est la pression du fluide autour qui les maintient écrasés l'un contre l'autre. Une pression de fond évaluée à 10 puissance 35 joules par mètre cube. C'est colossal. C'est écrasant. Les calculs montrent qu'une surface de contact de seulement 11% entre les vortex suffit à générer 25 000 newtons. De quoi les verrouiller ensemble. Mais le plus beau, c'est l'explication de E égale mc carré qui en découle. En s'emboîtant, une petite partie de la surface des protons disparaît du fluide extérieur. Elle est protégée de la pression. Donc cette soustraction de surface correspond à une baisse de l'énergie de pression globale. Et selon le document, cette baisse équivaut exactement à la perte de masse observée lors d'une fusion nucléaire. E égale mc carré, démontré par de la simple mécanique des fluides. J'avoue que j'ai dû relire ce passage 2 fois. C'est élégant, oui. Mais on arrive au grand défi théorique, le fameux document de 10 pages. Le combat au sommet, le chercheur contre l'IA. La mission était de calculer l'avance du périhélie de Mercure. 43 secondes d'arc par siècle. Sans utiliser les équations d'Einstein. Uniquement avec les fluides. Et ce qui soulève une question importante, c'est la méthode de pensée critique dans ce dialogue. Et la solution qui en émerge est la pièce maîtresse. Comment ils font au final? Ils modélisent le vent gravitationnel comme une chute libre pure du fluide. Vers le soleil. Et ils introduisent une vitesse limite absolue pour la propagation des ondes dans ce superfluide. La vitesse de la lumière, c'est hein? Et en combinant ça, ils créent naturellement ce qu'on appelle une maîtrise acoustique. Sous la forme de Pine-Wegelstrand, si j'ai bien noté. Tout à fait. Et le verdict mathématique est implacable. Ça reconstruit exactement la métrique de Schwarzschild. Trait pour trait, l'orbite de Mercure est dérivée parfaitement, avec ses 43 secondes d'arc par siècle. Non pas en postulant la courbure de l'espace-temps. Mais en la découvrant comme une cinématique émergente d'un fluide soumis à une limite de vitesse. C'est brillant. Retrouver le joyau de la relativité générale en faisant couler de l'eau, métaphoriquement parlant. C'est une belle prouesse analytique. Il documente ne s'arrête pas là. Il s'attaque au quantique et même à des trucs de science-fiction. Il faut bien voir comment ça redéfinit le temps lui-même. Le fameux ralentissement du temps, le facteur de Lorentz. En relativité, le temps s'étire. Mais dans ce modèle, c'est purement mécanique. Une particule est un oscillateur interne, avec une fréquence de Compton. Et quand elle bouge très vite dans ce fluide, Son énergie interne doit se répartir avec le mouvement global. ce qui la fatigue, en gros. Mécaniquement, oui, ça ralentit son rythme d'oscillation. Donc le temps ne ralentit pas magiquement. C'est juste le mécanisme interne de la matière qui rame à cause du déplacement dans le fluidage. La phase quantique et le temps propre relativiste deviennent une seule et même chose physique. C'est tellement plus facile à visualiser, Si l'on relie ceci à une vision plus globale, ça règle aussi des paradoxes énormes. comme les trous noirs. Oui, en relativité générale, le centre d'un trou noir est une singularité de densité infinie. Ce qui pose toujours problème en physique. Or, dans ce modèle, la pression du fluide a une limite structurelle. La singularité infinie ne peut tout simplement pas exister. C'est une onde de pression maximale. Et l'intrication quantique n'est plus une espèce d'action fantôme à distance comme disait Einstein. Ce sont juste des tourbillons qui vibrent en phase dans le même bain de fluide. Une résonance continue. Et à l'échelle macroscopique, ça change la cosmologie. Fini le Big Bang, les galaxies s'éloigneraient par simple répulsion, Et la matière noire pourrait s'expliquer par de simples courants de cet éther dans l'espace? mais le clou du spectacle, c'est les vaisseaux spatiaux. L'ingénierie qui en découle, oui.
Si l'inertie et la gravité sont juste dues à ce vent hydrodynamique, On pourrait en théorie s'en protéger. avec un puissant tourbillon de plasma électromagnétique autour d'un vaisseau. Un bouclier qui dévierait le vent d'éther. Propulsion sans inertie, sans gravité ressentie pour les passagers. De la pure technologie de science-fiction, mais basée sur la mécanique des fluides. C'est vertigineux. En guise de conclusion, je dirais que ce modèle, bien qu'il soit très en marge de la physique institutionnelle, prouve l'importance de la pensée latérale. De regarder les choses sous un autre angle? Exactement. Retrouver les équations d'Einstein par la mécanique des fluides et donner une origine purement mécanique au spin, à la fonction d'onde ou au temps propre. Ça montre que les structures mathématiques de notre univers peuvent être interprétées de manière radicalement différente. Les mêmes mathématiques, une réalité physique totalement différente. C'est ça. Eh bien, un grand merci d'avoir décortiqué avec moi cette incroyable gymnastique intellectuelle. Avec plaisir. Il y a un plaisir brut à voir de vieilles théories comme l'éther ressusciter avec la puissance analytique d'aujourd'hui, jusqu'à faire débattre une IA sur des orbites. C'est fascinant. Il y a une idée qui m'a frappé en refermant ces documents, et je veux la laisser à notre auditoire pour y réfléchir. Je vous écoute. Si toute la matière, les planètes, nos corps, les instruments avec lesquels on mesure tout ça, n'est constitué que de tourbillons dans un fluide parfait, Oui, alors ce que nous appelons familièrement le vide spatial, c'est en réalité la seule chose véritablement dense, solide et continue de l'univers. le fluide lui-même. Exactement. Et nous, la matière, nous ne serions que les anomalies, les trous ou les défauts au sein de cette plénitude absolue. C'est une belle inversion de perspective. Une inversion totale de notre perception du réel. Le néant est le tout et notre substance est l'illusion. Sur cette pensée vertigineuse, merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette plongée dans les mystères de la physique. À très vite.